Le Burkina Faso redéfinit l'avenir d'une nation au bord du gouffre. Ibrahim Traoré, l'homme qui a bouleversé les attentes internationales, refuse de se plier aux règles de l'Afrique post-coloniale. Au cœur de cette transformation, une question se pose. Comment un pays dévasté par la guerre, la sécheresse et la violence trouve-t-il la force de se relever? Le projet de la ville de la Renaissance en est la réponse, et son impact dépasse largement les frontières de l'Afrique. Ibrahim Traoré est-il en train de réécrire l'histoire du continent? Ibrahim Traoré n'a pas seulement promis un avenir meilleur, il l'a engagé à travers des actions concrètes. La ville de la Renaissance, conçue à la suite de l'immense crise des déplacés internes, devient le symbole d'une Afrique qui se relève seule. Là où les systèmes traditionnels échouent, Traoré impose une vision, reconstruire sans attendre l'aide extérieure. Dans un pays où les habitants ont perdu leur maison, leurs terres et souvent leurs proches, il offre bien plus que des briques et du ciment. Il redonne dignité et espoir en transformant le chaos en une promesse de résilience collective. Mais cette transformation ne se fait pas sans risque. En refusant l'aide internationale et en misant sur les ressources locales, Traoré défie un modèle économique mondial qui place l'Afrique dans un état de dépendance constante. Ce projet est-il un pari audacieux ou un modèle que d'autres nations du continent pourraient suivre? Si ce projet réussit, il pourrait inspirer une révision radicale des paradigmes de développement en Afrique. Mais si l'échec survient, il marquera un tournant décisif dans la manière dont l'Afrique est perçue à l'échelle mondiale. Ce défi pourrait bien redéfinir les bases de la souveraineté africaine. Au départ, il y avait seulement la poussière et le vide. Le Burkina Faso, un pays marqué par des années de conflits internes, de terrorisme et de déplacements massifs de population, semblait avoir perdu toute chance de reconstruction. Des millions de personnes, chassées de leur foyer par la violence et la sécheresse, vivaient dans des conditions de survie extrêmes. Mais au milieu de cette dévastation, un projet audacieux a vu le jour, la ville de la Renaissance. Derrière ce projet se cache l'homme qui a réussi là où d'autres ont échoué. Ibrahim Traoré, jeune capitaine militaire, a pris une décision radicale. Plutôt que d'attendre des aides internationales qui se faisaient de plus en plus rares et inefficaces, il a mobilisé les ressources nationales et locales pour transformer des terres arides et abandonnées en un havre pour les déplacés internes. Traoré a réutilisé les infrastructures existantes et les matériaux locaux, et a impliqué la population dans la construction de cette ville nouvelle. Ce n'était pas seulement un projet de réinstallation, mais une véritable déclaration de souveraineté et de résilience. Ce qui a fait de cette initiative un modèle unique, c'est qu'elle s'est imposée sans l'aide des grandes institutions internationales qui auraient pu imposer leurs propres conditions et délais. Au lieu de cela, Traoré et son équipe ont travaillé avec des ingénieurs locaux, des architectes et même des soldats pour créer une ville autosuffisante, capable de répondre aux besoins des populations déplacées, tout en reconstruisant l'identité nationale du Burkina Faso. À travers cette démarche, Traoré a non seulement redonné un toit à des milliers de familles, mais il a aussi redéfini ce que peut être le développement en Afrique. Ce projet a le potentiel de bouleverser les paradigmes établi de l'aide humanitaire, tout en renforçant la notion de souveraineté nationale. Le monde commence à comprendre que la véritable force d'un pays ne réside pas dans ses ressources naturelles ou dans son ouverture au capital étranger, mais dans sa capacité à s'autosuffire et à se réinventer. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, incarne une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Homme d'action avant tout, il est devenu un leader charismatique en un temps record, défiant les conventions d'une Afrique souvent perçue comme dépendante de l'aide étrangère. Sa vision ne s'est pas simplement centrée sur la reconstruction physique du pays, mais sur la restauration de l'identité nationale perdue dans le tourbillon des violences et des déplacements massifs. Le projet de la ville de la Renaissance n'aurait jamais pu se réaliser sans le soutien direct de la population locale qui est devenue le moteur de cette initiative. Les ingénieurs, architectes et même les soldats ont travaillé main dans la main avec les habitants, qui ont vu en ce projet non seulement un moyen de se loger, mais aussi une opportunité de se reconstruire eux-mêmes. Traoré a compris que la résilience d'une nation ne se mesurait pas seulement à sa capacité à reconstruire des infrastructures, mais à sa capacité à redonner à son peuple le pouvoir d'agir, de reconstruire et de se réapproprier son destin. L'impact initial de ce projet a été immédiat et palpable.
Les premiers habitants ont vu leurs conditions de vie radicalement améliorées, avec des logements dignes, de l'eau potable, des écoles et même des cliniques. Ce projet, pourtant né dans le chaos, est devenu un symbole de la renaissance du Burkina Faso. Pour les déplacés internes, il a permis de tourner la page d'un passé marqué par la souffrance et d'écrire une nouvelle histoire, celle d'un peuple capable de prendre en main son avenir sans l'aide de l'extérieur. Ainsi, Traoré n'a pas seulement construit des maisons. Il a donné au peuple burkinabé un sens de la dignité retrouvée et de l'espoir renouvelé. Le projet a démontré que même dans les moments les plus sombres, une nation peut se réinventer par ses propres moyens. Le projet de la ville de la Renaissance a commencé dans une atmosphère de crise intense. Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe humanitaire à laquelle le Burkina Faso faisait face. Plus de 2 millions de personnes avaient été forcées de fuir leur foyer, créant une pression immense sur les villes voisines, déjà surpeuplées. Les camps de déplacés internes étaient devenus des zones de désespoir, où la pauvreté, la maladie et la violence gangrenaient les vies des plus vulnérables. Au début, Traoré n'a pas eu le luxe d'attendre l'aide internationale. Il a immédiatement identifié les terres abandonnées du pays, une vaste étendue autrefois contrôlée par des groupes armés, et a vu en elle une opportunité de transformation. En mars 2023, Traoré a réuni son équipe, composée de militaires, d'ingénieurs locaux et d'architectes, pour imaginer un projet ambitieux, rétablir ces terres, leur donner une nouvelle vie, en y construisant non seulement des maisons, mais aussi des écoles, des infrastructures de santé et des zones agricoles pour permettre aux déplacés de se réinsérer dans la société. Ce projet n'a pas été lancé avec l'aide de financements étrangers. En fait, il avait été conçu pour être totalement indépendant des grandes institutions internationales. Plutôt que de se plier aux conditions de la Banque mondiale ou de l'ONU, qui auraient exigé des rapports interminables et des années de délibération, Traoré a choisi de faire confiance aux ressources locales. La main-d'œuvre était composée de Burkinabés. Les matériaux de construction étaient locaux, et les compétences étaient issues des communautés elles-mêmes. Cela a permis une mobilisation rapide, loin des lenteurs administratives et des obstacles bureaucratiques. Au cours de l'été 2023, les premiers travaux ont commencé. Les bulldozers ont défriché les terres, les ouvriers ont installé les premières bases des bâtiments et des canalisations d'eau ont été posées. En l'espace de 6 mois, des dizaines de kilomètres de routes ont été tracées et les premières maisons ont vu le jour. Le processus de construction était rigoureux, mais chaque étape était marquée par une volonté de ne pas simplement créer des logements temporaires. Traoré voulait créer des maisons durables en phase avec les besoins de la population. Au début de l'année 2024, la première phase du projet a été achevée et la première vague de déplacés a été accueillie dans la ville. Ces familles, autrefois réfugiées dans des conditions précaires, ont trouvé un toit au sein de cette nouvelle ville moderne, où chaque quartier était conçu pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Ce n'était pas seulement une réinstallation, mais une véritable transformation des conditions de vie. Les habitants ont non seulement obtenu des maisons, mais aussi l'accès à des écoles et à des cliniques de santé, 2 éléments essentiels pour reconstruire une communauté. Le projet a également pris une dimension politique importante. En refusant l'aide internationale et en refusant de se soumettre au modèle classique de développement, Traoré a envoyé un message fort au monde. L'Afrique doit pouvoir se reconstruire par ses propres moyens. Cela a inspiré d'autres leaders africains à repenser leur propre approche du développement en s'appuyant sur les ressources locales plutôt que sur la dépendance à l'aide étrangère. En 2025, la ville de la Renaissance était plus qu'un simple projet de réinstallation. Elle était devenue un symbole de la souveraineté africaine et de la résilience du peuple burkinabé. Des milliers de déplacés avaient trouvé une nouvelle maison, et le pays, autrefois perçu comme un exemple de dépendance, était désormais reconnu pour sa capacité à se réinventer. Ibrahim Traoré, avec son leadership audacieux, avait non seulement redonné un toit à des millions de Burkinabés, mais il avait également ouvert la voie à un nouveau modèle de développement durable
où l'autosuffisance et la solidarité étaient au cœur du projet. À présent, examinons les résultats concrets de cette entreprise. Le projet de la ville de la Renaissance a transformé le paysage physique du Burkina Faso et produit des résultats mesurables qui illustrent son succès. En seulement 2 ans, la ville a vu la construction de plus de 12 000 foyers, chacun équipé d'infrastructures modernes et durables. Ce chiffre est un témoignage du succès de la vision de Traoré qui a réussi à mobiliser la main-d'œuvre locale pour réaliser un projet d'une ampleur jamais vue dans le pays. Outre les maisons, la ville a été dotée de systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Plus de 200 km de canalisation ont été posés, fournissant de l'eau potable à plus de 60 000 personnes, une étape cruciale pour la survie de cette nouvelle communauté. De plus de 10 000 mètres carrés de panneaux solaires ont été installés sur les toits des bâtiments, garantissant une production d'énergie propre et durable pour la ville. Ces mesures ont non seulement amélioré la qualité de vie des habitants, mais ont également contribué à rendre la ville autosuffisante sur le plan énergétique. Le projet a également permis de créer un impact économique direct pour les communautés locales. Plus de 5 000 emplois ont été créés pendant les phases de construction, notamment pour les jeunes et les femmes qui ont occupé des postes de maçons, d'ouvriers et dans l'administration locale. La production de matériaux de construction à partir de ressources locales, comme la terre comprimée pour fabriquer les briques, a réduit les coûts de construction tout en créant des chaînes de valeur locales. Cette approche a permis de maintenir une grande partie des ressources générées par le projet au sein de la communauté, contribuant ainsi à renforcer l'économie locale. Les résultats sociaux du projet sont tout aussi significatifs. En plus des 12 000 foyers construits, 15 écoles ont été ouvertes, offrant une éducation à plus de 5 000 enfants qui, auparavant, n'avaient pas accès à une scolarisation régulière. Cette initiative a permis de briser le cycle de l'ignorance, en offrant aux jeunes générations une chance d'accéder à un avenir meilleur. Par ailleurs, 4 cliniques de santé ont été mises en place, desservant non seulement les résidents de la ville, mais aussi les communautés environnantes. Ces structures ont permis de réduire considérablement les maladies liées à la malnutrition et à la mauvaise hygiène, 2 problèmes majeurs pour les déplacés internes avant leur installation. Enfin, l'impact environnemental du projet a été pris en compte dès le départ. En plus des panneaux solaires, la ville a été équipée de systèmes d'irrigation pour les terres agricoles environnantes. Ces systèmes captent les grises eaux, les eaux grises issues des maisons et les redirigent vers les cultures locales. En conséquence, près de 300 hectares de terres agricoles ont été récupérés, permettant de cultiver des produits locaux comme le sorgho, le millet et les légumes, assurant ainsi une autonomie alimentaire pour les résidents. Les chiffres montrent donc non seulement l'ampleur du projet, mais aussi son impact à long terme sur la vie des habitants. En transformant un espace dévasté par les conflits en un modèle de développement durable, Traoré a prouvé qu'il était possible de construire une ville entièrement autosuffisante, tant sur le plan énergétique qu'agricole, sans dépendre des fonds et des interventions extérieures. Les résultats de la ville de la Renaissance ont dépassé les attentes et il continue de faire école à travers l'Afrique. Malgré ses succès, le projet n'a pas manqué de susciter des critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Certains observateurs, particulièrement ceux des institutions internationales, ont qualifié l'initiative de trop ambitieuse et risquée, soulignant que l'absence d'aide extérieure et la prise en charge nationale de ce projet étaient des choix dangereux. Il pointait du doigt la difficulté de maintenir un tel projet sans l'assistance technique et financière d'acteurs extérieurs, en particulier dans un pays aussi vulnérable aux chocs externes. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de plusieurs éléments fondamentaux qui rendent cette initiative non seulement viable, mais également révolutionnaire. Le premier point clé est l'aspect autosuffisant du projet. En refusant l'aide internationale, Traoré a fait le choix de se tourner vers les ressources internes du Burkina Faso, en utilisant les compétences locales et les matériaux disponibles sur place. Cette approche, loin d'être une faiblesse, est en réalité un modèle de durabilité à long terme. En utilisant des technologies locales, comme la terre comprimée pour fabriquer des briques, et en formant des travailleurs locaux, Traoré a créé une chaîne de valeur qui profite directement aux Burkinabés.
Contrairement aux projets financés par des prêts ou des dons étrangers, cette méthode garantit que les retombées économiques restent dans le pays et contribuent à renforcer son autonomie. Un autre aspect souvent négligé dans les critiques est la dimension symbolique du projet. En construisant une ville à partir de zéro, à partir de ses propres ressources, le Burkina Faso a envoyé un message fort sur la souveraineté et la dignité. Ce n'est pas simplement un projet de logement, mais une affirmation de la capacité de l'Afrique à se réinventer sans se soumettre aux conditions imposées par les puissances étrangères. En ce sens, la ville de la Renaissance dépasse largement le cadre d'un simple projet de réinstallation. Elle devient un symbole de l'indépendance et de la résilience d'un peuple qui refuse de rester dépendant. Enfin, les critiques sur la rapidité du projet et son manque d'aide internationale ignorent la réalité des besoins urgents. Les déplacés internes ne pouvaient pas attendre plusieurs années pour bénéficier d'une aide extérieure incertaine. La réaction rapide et audacieuse de Traoré a permis de fournir des solutions concrètes à un problème immédiat. En privilégiant l'action plutôt que l'attente, il a offert à son peuple non seulement des maisons, mais un espoir renouvelé. Ce type de leadership, loin de compromettre l'avenir du pays, représente une réponse pragmatique aux crises humanitaires récurrentes que traverse l'Afrique. Un aspect fondamental souvent sous-estimé est la réaffirmation de la dignité humaine au cœur de cette initiative. Ce n'est pas seulement une question de béton, de routes ou d'électricité, c'est une réécriture des règles de développement. Une déclaration que la dignité humaine ne doit pas être un produit de l'aide internationale ou de la charité. Au cœur de la ville de la Renaissance se trouve une conviction radicale. Ce projet est bien plus qu'une réponse à la crise des déplacés internes. C'est une affirmation de l'autosuffisance et du pouvoir du peuple burkinabé. Dans ce processus, chaque brique posée, chaque canalisation installée, n'est pas seulement un acte de construction matérielle, mais un geste qui redonne espoir et d'autonomie à ceux qui avaient perdu leurs repères. La révélation ici est claire. Ce projet démontre que l'Afrique, et non les institutions étrangères, détient la clé de sa propre réinvention. Il est possible de reconstruire une nation, non pas sur la charité, mais sur l'ingéniosité, la solidarité et la résilience collective. La ville de la Renaissance est ainsi un modèle pour toute une génération qui rêve d'un futur où l'Afrique n'attend plus d'aide, mais se construit par elle-même. Les conséquences de ce projet vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'un point de vue local, l'impact est incontestable. Plus de 12 000 foyers ont été construits, offrant un toit et des infrastructures de base à des milliers de personnes qui avaient perdu tout ce qu'elles possédaient. Mais au-delà des chiffres, c'est l'énorme changement dans la perception de ce qu'un pays en crise peut accomplir par ses propres moyens qui est significatif. Les répercussions de ce projet se sont également fait sentir dans les autres pays d'Afrique. Le modèle burkinabé, qui privilégie l'autosuffisance et les ressources locales, s'est imposé comme un exemple de souveraineté retrouvée. Contrairement aux projets d'aide humanitaire traditionnels, qui dépendent des financements et de l'interférence des pays étrangers, la ville de la Renaissance a montré qu'il était possible de répondre aux besoins immédiats sans devoir attendre des donateurs internationaux. Ce modèle pourrait bien être l'avenir du développement africain, un modèle basé sur l'autonomie et la solidarité plutôt que sur la dépendance à l'aide extérieure. Cette nouvelle approche pourrait transformer la manière dont l'Afrique aborde ses crises internes. En s'appuyant sur les ressources locales et en mobilisant la population, les pays africains peuvent désormais se reconstruire sans devoir se soumettre aux conditions imposées par les puissances étrangères. Ce projet ne représente pas seulement un pas vers la réhabilitation du Burkina Faso, mais aussi une révolution dans la manière de concevoir le développement. L'idée que l'Afrique peut se lever et se reconstruire par ses propres moyens commence à se faire entendre dans toute la région. Sur le plan international, cette approche a également généré une prise de conscience. Le projet a fait l'objet d'une couverture médiatique internationale, mais souvent sous un angle critique, certains analystes ne comprenant pas pourquoi Traoré avait refusé l'aide internationale. Cependant, cette résistance a renforcé le message central du projet. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle peut se sauver elle-même. Cela a ouvert un débat sur la manière dont l'Occident aborde ses relations avec les pays africains, souvent en imposant des solutions qui ne tiennent pas compte des réalités locales.
Le succès de la ville de la Renaissance a aussi incité d'autres pays africains à réévaluer leur stratégie de développement. Des discussions ont émergé sur l'importance de l'autosuffisance et de l'innovation locale. L'idée qu'un pays puisse gérer sa propre crise sans l'aide de l'extérieur pourrait bien inspirer d'autres dirigeants africains à repenser la dépendance vis-à-vis des institutions internationales. En fin de compte, les véritables conséquences de ce projet ne se mesurent pas seulement en termes de logements construits, mais dans le changement fondamental qu'il a provoqué dans la manière de concevoir le développement et la souveraineté africaine. Le projet de Traoré montre qu'un pays peut non seulement se reconstruire après une crise, mais qu'il peut aussi définir son propre destin sans attendre que d'autres lui dictent sa voie. La ville de la Renaissance est la preuve vivante que l'Afrique n'a pas besoin de charité, mais de respect et d'opportunités pour se relever. Quant à l'avenir du projet, il reste incertain, mais plusieurs scénarios sont envisageables. D'abord, si le projet continue sur sa lancée actuelle, avec des résultats positifs sur le plan de l'autosuffisance, l'impact sera profondément transformateur, tant pour le Burkina Faso que pour l'Afrique dans son ensemble. En un an, la ville de la Renaissance pourrait devenir un modèle de développement durable, fonctionnant sans dépendance à l'aide extérieure. D'autres pays africains pourraient décider de reproduire ce modèle en s'inspirant de l'approche de Traoré pour leur propre projet de reconstruction. L'intégration de technologies locales, de ressources naturelles et de la main-d'œuvre locale pourrait être étendue à d'autres régions du continent, renforçant l'autonomie et l'indépendance des pays africains face à la mondialisation. Les investissements internes et la solidarité communautaire seraient les piliers de ce développement, tout en renforçant la confiance dans les capacités des pays africains à se prendre en charge. Ce scénario ouvrirait la voie à un nouveau paradigme pour l'Afrique, basé sur l'autosuffisance et la souveraineté. Cependant, l'ampleur du projet et l'absence de soutien financier extérieur pourraient poser des défis à long terme. En l'absence de financement international et face aux difficultés économiques internes, le projet pourrait rencontrer des obstacles dans les mois à venir. La gestion des ressources, l'entretien des infrastructures et la pérennité des services comme l'approvisionnement en eau et l'énergie pourraient devenir des points de friction. Si le gouvernement burkinabé ne parvient pas à garantir une gestion durable, des tensions sociales pourraient émerger, notamment en raison de l'augmentation des attentes des citoyens. Le manque d'infrastructures secondaires et l'insuffisance des ressources locales pour soutenir un tel projet à grande échelle pourraient freiner l'extension du modèle à d'autres régions. Dans ce scénario, le projet risque de se retrouver limité à un petit nombre de zones, n'atteignant pas l'ampleur nécessaire pour devenir un véritable modèle régional. Enfin, le projet a également un impact sur la perception internationale de l'Afrique. Bien que certains pays et institutions internationales aient critiqué l'isolement du projet, une prise de conscience pourrait se développer dans les prochains mois. Si l'Afrique continue de prouver qu'elle est capable de se développer par ses propres moyens, certaines puissances étrangères pourraient être amenées à revoir leur approche de l'aide. Des partenariats plus équilibrés, basés sur la coopération et l'échange, plutôt que sur la dépendance, pourraient émerger. Cependant, cette évolution se fera lentement, car les grandes institutions internationales hésitent à modifier leur paradigme de développement. Si ce scénario se concrétise, il pourrait entraîner une révision des politiques de financement en Afrique, mais cela nécessiterait une longue période d'adaptation et de négociation. L'histoire de la ville de la Renaissance est celle d'une nation qui a décidé de prendre son destin en main en refusant la charité internationale et en misant sur sa propre force. Mais ce n'est pas seulement une histoire pour les Burkinabés, elle résonne profondément pour l'ensemble de l'Afrique et au-delà. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, nous rappelle que le véritable changement ne commence pas dans les bureaux des Nations Unies ou au sommet des grandes conférences internationales, mais dans les actions concrètes prises par les peuples eux-mêmes. Ce projet est un appel à tous ceux qui croient qu'il est possible de bâtir un avenir meilleur, non pas en attendant des solutions imposées de l'extérieur, mais en mobilisant les ressources et la créativité locale. C'est un appel aux jeunes Africains qui ont vu tant de leurs rêves écrasés par la dépendance et les injustices systémiques. La ville de la Renaissance prouve qu'un autre chemin est possible, un chemin où les Africains choisissent eux-mêmes comment se reconstruire. L'appel va aussi aux dirigeants politiques et économiques du continent. Il est temps de repenser la manière dont nous gérons
nos crises. Plutôt que d'attendre des secours étrangers, pourquoi ne pas se tourner vers les solutions locales? Ce projet démontre qu'il existe une richesse infinie dans la solidarité communautaire, l'ingéniosité et l'utilisation des ressources locales. Enfin, cet appel s'adresse à chacun d'entre nous, partout dans le monde. La ville de la Renaissance n'est pas seulement un projet d'une nation, elle incarne une vision globale de ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique. Il est temps de reconnaître que le futur de ce continent ne se trouve pas dans les prêts ou les aides, mais dans l'autosuffisance et la détermination de ses peuples. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette révolution silencieuse. Le projet de la ville de la Renaissance n'est qu'un début. Alors que la première phase a réussi à redonner un toit à des milliers de déplacés, l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique réside dans la pérennité et l'expansion de ce modèle. L'expérience burkinabé doit servir de tremplin pour une transformation plus large, en repensant profondément la manière dont les nations africaines abordent la reconstruction et le développement. La solution future réside dans l'adoption à plus grande échelle de modèles de développement basés sur l'autosuffisance, la durabilité et la gestion locale. Cela implique non seulement la construction d'infrastructures physiques, mais aussi la formation d'une nouvelle génération d'Africains capables de diriger, de gérer et de concevoir des projets qui répondent aux besoins réels des populations. Les gouvernements africains doivent désormais prendre conscience que l'indépendance ne passe pas uniquement par la souveraineté politique, mais aussi par la capacité à financer et à gérer des projets de développement qui profitent directement à leurs citoyens. Le modèle de la ville de la Renaissance démontre qu'il est possible de réduire la dépendance à l'aide extérieure en investissant dans les talents locaux et en utilisant les ressources disponibles. Pour que cette solution future prenne forme, il est essentiel de créer des partenariats régionaux, où les pays africains s'unissent pour mettre en place des initiatives communes. L'objectif doit être de partager les ressources, les technologies et les connaissances pour amplifier l'impact de tels projets. Enfin, l'Afrique doit continuer à refuser l'idée selon laquelle elle dépend éternellement des donateurs étrangers. Ce n'est qu'en soutenant ses propres initiatives, en renforçant ses capacités locales et en bâtissant une véritable autonomie économique que le continent pourra réellement se redéfinir. La ville de la Renaissance est bien plus qu'un simple projet de construction. Elle est le symbole d'un peuple qui a choisi de se relever, de refuser la dépendance et de prendre son destin en main. Ibrahim Traoré a redonné au Burkina Faso non seulement des maisons, mais aussi un avenir, un espoir et une dignité retrouvée. Dans les rues de cette nouvelle ville, chaque brique posée est un témoignage de la résilience et de la solidarité du peuple burkinabé. Au-delà des murs et des infrastructures, cette ville incarne une vision, celle d'une Afrique qui n'attend plus les solutions de l'extérieur, mais qui forge son propre chemin.